peut-être nous amener à faire des statistiques, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que avant même l'avènement de l'AGEDI, il y avait déjà un stock assez important d'opérateurs qui étaient candidats à l'investissement. Quoi qu'il faut, il faut faire la part des choses entre ces projets que nous avons considérés comme étant des réels projets prêts à être mis en œuvre, que de simples intentions d'investissement où pour la plupart de ces opérateurs ils n'étaient pas vraiment totalement prêts à mettre en œuvre leur projet. Et il nous faudra donc fouiller les statistiques parce que quoi qu'on avait en son temps près de 200 dossiers qui étaient soumis donc à l'AGEDI en vue de mettre à disposition des terrains, mais lorsqu'on a dépouillé ces dossiers, on s'est rendu compte que environ entre 10 et 20% seulement de ces dossiers étaient réellement recevables, étaient donc des projets qui pouvaient espérer voir un aboutissement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Une centaine d'hectares peut-être. Et aujourd'hui, on peut dire plus ou moins, vraiment, cette demande a été satisfaite parce que quand vous prenez rien que PK24, la nouvelle zone, nous avons... PK24 à Kupezegi. À Kupezegi. PK24 à Kupezegi sur l'autoroute du Nord. Voilà où on a déjà une soixantaine d'hectares aménagés qui sont aujourd'hui entièrement affectés, sans oublier qu'il y a eu d'autres affectations en dehors même de cet espace. Donc qui nous fait tendre déjà vers la soixantaine. Et il faut également compter sur tout ce que nous avons pu installer en dehors, du côté de Bonois, de Yamoussoukro. Voilà. Évidemment, vous avez combien de sites exacts actuellement? Le nombre de sites de terrain industriel. Oui. À Abidjan, nous en comptons 4, soit une zone à Koumassi, une zone à Vridi, une zone à Yopougon, l'ancienne zone, et la nouvelle zone, toujours à Yopougon, sur l'autoroute du Nord, à Kupezegi, ça fait bien 4 zones. Combien d'hectares? Ben, écoutez, les anciennes zones font en tout 800 hectares par là. Alors si on ajoute les 940 hectares de Kupezegi, vous voyez que c'est au-delà du millier d'hectares dont nous disposons. Et les autres sites à l'intérieur? Alors, les autres sites à l'intérieur, ce qu'il faut dire, pour le moment, nous avons plus des réserves que d'unités qui sont vraiment totalement aménagées. Néanmoins, à Yamoussoukro, nous avons une réserve globale de 750 hectares. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer effectivement le processus qui est en cours. Je vais ça, dire. C'est dans les perspectives alors? On est dans les perspectives maintenant? Il y a quand même un embryon d'unité déjà en installation. D'accord. Ok. Et c'est sur un espace donc de 250 hectares que nous sommes en train de développer la zone dont les études déjà ont été amorcées en vue donc de leur développement. Ce sera disponible à peu près quand? Alors les études entamées maintenant, en tout cas jusqu'en fin 2019. D'accord. Je pense que ces études devraient être achevées pour donc amorcer le développement. Mais on n'attend pas la fin de ce processus avant de commencer à affecter des terrains aux opérateurs. Vous savez, mettez un peu en parallèle le processus d'occupation en habitat. Vous voyez que le plus souvent, on organise l'espace, on s'assure au moins que c'est organisé, tout ce qui est projeté comme zone de varie, d'équipement ou d'activité est déjà bien organisé, bien planifié. On peut déjà installer les opérateurs, le temps donc de finaliser ces études et viabiliser. Et après Yamoussoukro, il y a quelles autres mais vous avez réserves? Bonois Combien qui d'hectares? fait une réserve globale de près de 300 hectares, dont le BNET a déjà amorcé, nous avons déjà passé commande au Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, pour donc réaliser et les études et entamer également la mise en œuvre effective d'une centaine d'hectares pour permettre donc d'installer les opérateurs. Et toujours comme dans le même processus qu'à Yamoussoukro, la même approche stratégique comme à Yamoussoukro, nous commençons à organiser, installer les opérateurs, le temps de finaliser tout ce processus. Parce qu'il faut
permettent tout de même aux opérateurs de s'installer. On ne peut pas bloquer le processus en disant il faut avoir achevé avant que ceux-ci ne s'installent. Sinon, ce serait catastrophique pour le pays. Yamoussoukro, Benoît, il n'y en a pas au nord Au nord, bien sûr. Vous prenez Boaké, nous avons également près de 300 hectares en termes de réserve, dont déjà une amorce d'études d'aménagement est en cours, qui commence par le projet de l'appui de la Banque mondiale qui est le Bird Enclave, qui est axé le Bird Enclave, d'accord, qui est axé sur la transformation des noix de cajou. Alors, il faut préciser que ce projet a ciblé d'ailleurs près de 4 villes dans le nord, dans la partie de production de cette spéculation. Donc, après Boaké, vous avez Korogo, vous avez combien d'hectares? Korogo, on a 25 hectares qui doivent être aménagés à cet effet. Mais évidemment, on a d'abord la réserve globale qui doit constituer une centaine d'hectares, dont les 25 seront aménagés en urgence par rapport à la nécessité de transformer les noix de cajou. Vous avez Séguéla, on a également une cinquantaine d'hectares globalement réservés, dont 15 seront aménagés pour la transformation de la noix de cajou. Vous prenez Odiéné, vous avez également une réserve globale d'une centaine d'hectares, dont 15 seront aménagés pour la transformation de la noix de cajou. Et enfin Bondoukou, vous avez une trentaine d'hectares, dont 15 seront aménagés pour accueillir donc les noix de cajou. Et ce sont des investissements privés, c'est bien ça? Il y a la Banque mondiale, effectivement, qui a accepté d'appuyer l'État pour l'aménagement de ces différentes bird enclaves. Comment on écrit? Il ne faut pas que je me... Le bird, c'est comme B-I-R-D, et puis enclave. Bird, enfin je vais dire... C'est séparé. Voilà, d'accord, ok. C'est séparé. Ok. E-N, C-L-A-V-E. D'accord, ok. Enclave, comme une enclave. D'accord. Donc, cet appui de la Banque mondiale est venu pour justement booster le processus de transformation de la noix de cajou, vu que le pays est passé en tête dans la production de cette spéculation. On a à peu près une idée du montant de cet investissement de la Banque mondiale? Alors, il faut qu'on cherche pour ne pas que je donne un chiffre qui n'est pas très exact. Si ça a été annoncé en Conseil des ministres, on va retrouver. Parce que ça fait même l'objet de l'accord de financement en marge. Non, c'est parce que c'est important. Donc, il y a donc cet appui qui vient essayer de booster le processus de transformation des noix de cajou dans les zones de production pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de la richesse. Donc, si je me reprends, on a Boaké, on a Korogo, on a Séguéla, on a Odiéné, on a Bondoukou. D'accord. Voilà, ok. 5 villes. Et donc, évidemment, là, on est en plein dans les perspectives. Voilà. On ne va pas oublier qu'il y a d'autres. D'accord. La deuxième ville portuaire de notre pays, également, qui est en ligne de mire. Il y avait déjà une ancienne zone, peut-être qu'on peut estimer sur environ une cinquantaine d'hectares, mais aujourd'hui qui est saturée. Le plan d'urbanisme directeur a projeté environ 300 hectares qui doivent également être développés pour accueillir. Donc jusque-là, c'est à l'étape de réserve. C'est une réserve pour le moment. Les études n'ont pas encore été amorcées. D'accord. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que dans le processus de développement de ces zones, il y a d'abord le fait qu'il faut réhabiliter les anciennes zones. J'allais vous demander comment, quand vous dites développement, comment ça se fait exactement? Il faut réhabiliter les anciennes zones dans lesquelles les opérateurs exercent déjà, qui n'étaient pas prises en charge. Et dans le cadre interministériel, il a été difficile pour l'État d'assurer une bonne prise en charge de ces zones et d'assurer donc leur entretien et un processus de développement continu. Donc, avec l'AGEDI, il a été question non seulement de rendre plus opérationnelles les anciennes zones en les réhabilitant, mais en créant de nouvelles zones. En termes de réhabilitation, jusque-là, pour le cas d'Abidjan, quelles sont les zones qui ont été concernées et combien ça a coûté? La première zone qui a bénéficié du programme de réhabilitation, c'est l'ancienne zone industrielle de Yopougon,
Voilà. Et donc, environ 500 hectares qui ont été totalement réhabilités. Il faut remarquer qu'avant la mise en réserve des 940 hectares de Akupezeki, au regard des zones qui sont aménagées, qui sont en activité, c'est la plus importante. Il fait environ 500 hectares et près de 400 unités industrielles. Ils sont installés. Donc, c'est celle-là qui a fait l'objet de réhabilitation en premier lieu parce que c'était également non seulement la plus importante, mais paradoxalement, c'était la plus dégradée. Ça a coûté combien? 24 milliards de francs CFA. D'accord. 24 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, il y a encore quelques actions supplémentaires à réaliser pour vraiment finaliser. Jusque-là, j'ai dit on va pas dire à dépenser, je veux dire les réhabilitations, en tout cas tous les coûts, que ce soit réhabilitation, développement et tout ça, jusque-là, c'est à peu près combien? Je vous demande ça parce que vous savez, Jeune Afrique, on aime bien les chiffres. Voilà. Très bien. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que peut-être il aurait fallu camper le décor de toute la restructuration du secteur. Lorsque l'AGEDI a été créé pour assurer le volet opérationnel de réhabilitation des anciennes zones, de création de nouvelles et d'une meilleure gestion, il a été créé le Fonds de développement des infrastructures industrielles, qui est le FODI. Parce que, qu'est-ce qu'une voiture s'il n'y a pas de carburant? Alors, le FODI, qui est chargé donc de collecter la redevance d'occupation des terrains industriels, qui sont des sortes de loyers que payent les opérateurs pour l'État. Alors, il y a eu ce contrat de confiance entre l'État et les opérateurs, et l'État a relevé sensiblement le niveau de redevance qui était dérisoire, qui était quasiment nul. On a à peu près combien? On passait de 5 francs symboliques à 165 francs qui était le taux le plus élevé. 165 francs par mètre carré par an. Par mètre carré par an. Ce qui fait que à 5 francs, même sur un hectare, on a même 1 million. Vous voyez? Donc, alors, et comme l'État voulait vraiment restructurer le secteur, créer un cadre plus compétitif pour les opérateurs, il y a eu donc ce contrat de confiance. On a relevé les niveaux de redevance et on a créé un fonds pour mettre, qui est géré en concertation avec les opérateurs du secteur privé, dans une transparence totale. Et c'est ce fonds qui a permis d'amorcer et la réhabilitation et la création de nouvelles zones. La vision est bien claire, oui. Voilà. Donc, à ce jour, il y a 24 milliards. On a amorcé déjà les études pour commencer Vridi, qui vont être réhabilitées les deux, sur environ une vingtaine de milliards. Et évidemment, à Yamoussoukro, les études sont amorcées. Les projets de beurre d'enclave, également, il y a des financements qui vont être affectés parce que la purge des droits coutumiers, il y a certaines missions que la banque ne va pas prendre en compte. La banque, certes, prend en compte les études, prend en compte les travaux qui vont être réalisés, mais la banque ne prendra pas en compte tout ce qui est purge des droits coutumiers ou les infrastructures primaires. Et tout ça, c'est sur le FODI. On pourrait également vous communiquer les chiffres qui sont affectés globalement. Mais aujourd'hui, donc, en prenant Yopougon et Vridi déjà, on peut dire que vous voyez qu'on a à près de 50 milliards qui sont mobilisés pour... D'accord. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose sur lequel vous vouliez insister ou bien voilà? Très bien. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que avant l'avènement de l'AGEDI, les opérateurs étaient sans boussole. Et on comprenait à juste titre qu'ils allaient se débrouiller comme ils pouvaient pour s'installer pour un secteur, une activité aussi importante que le secteur industriel. Alors aujourd'hui, avec l'avènement de l'AGEDI, il est recommandé à ces opérateurs de tous s'orienter vers l'AGEDI pour être installés dans les zones qui sont dédiées effectivement à l'activité industrielle et éviter de s'éparpiller
partout, dans des périmètres qui sont disséminés dans les zones d'habitation, des zones non dues, qui, au bout de 5 ans, 10 ans, malheureusement, vont leur causer un préjudice, à la population. Les questions de sécurité, questions environnementales. Et donc, c'est vrai que quelques récalcitrants encore essaient d'en faire à leur tête, mais il faut qu'ils obéissent à ce principe pour une activité industrielle durable dans une sécurité foncière. Ça, c'est un aspect. On a d'ailleurs pris un décret spécifique à cet effet, un décret qui date du 1er mars 2017, pour justement recenser avant cette date tous les opérateurs qui se trouvaient en dehors des périmètres industriels, pour justement les connaître, savoir comment ils travaillent et évaluer la susceptibilité des nuisances qu'elles ont vis-à-vis des populations. Ce qui permettra d'anticiper s'il faut établir un plan de délocalisation. C'est vrai, on a déjà vu traîner. On avait établi sur la période du 1er mars 2018 jusqu'en fin d'année. Très peu se sont manifestés. On en a à peu près seulement une centaine qui se sont manifestés. Mais il faudrait qu'ils viennent. Deuxièmement, nous invitons les opérateurs qui travaillent au respect des normes incendie, des normes de sécurité environnementale. Et c'est vraiment le cri d'alarme, parce que nous avons constaté malheureusement que dans les anciennes unités, beaucoup se sont installés sans respecter ces normes. Et vous suivez bien l'actualité avec nous, il ne se coule de jour que souvent on a des cas d'incendie dans les zones industrielles, et les unités qui sont chargées de lutter contre le feu nous indiquent que c'est essentiellement dû à l'incivisme, au non-respect des normes de ces opérateurs qui nous exposent à ces risques. Donc, nous voudrons vraiment encourager les opérateurs à venir vers l'AGEDI et au respect de la réglementation pour une activité durable, paisible en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont amenés à s'intéresser à notre pays peuvent être maintenant rassurés, parce qu'il y a aujourd'hui une organisation, il y a une volonté affichée de l'État aujourd'hui pour vraiment une meilleure prise en charge de tous ces opérateurs. D'accord. Dernière question, qui est peut-être accessoire, peut-être qu'elle ne sera pas forcément importante. Un terrain industriel, le mètre carré peut coûter à peu près combien? Vous faites bien de poser la question. Alors, l'État a fixé la redevance de façon graduelle. Ça fait partie, si vous voulez, des motivations que l'État avait données aux opérateurs de s'installer sur l'ensemble du territoire. Vous avez à Abidjan la redevance, qui est les zones les plus proches du port, qui est à 2200 francs le mètre carré par an. Tandis que quand vous montez dans les autres parties de la même ville d'Abidjan, notamment au côté de Yopougon, vous l'avez à 2000 francs le mètre carré par an. Quand vous descendez dans les grands centres, vous l'avez à 1500 francs le mètre carré par an, mais elle est graduelle, elle descend dans les coins les plus reculés jusqu'à 100 francs le mètre carré par an. C'est pour qu'un opérateur qui est à Korogo, ou qui est à Oguéné, ou à Séguéla, il n'a pas les mêmes charges qu'un opérateur qui est à Abidjan, qui lui bénéficie de beaucoup plus de commodités. Donc une sorte de compensation qui est définie. Donc voilà ce que l'État fait, en plus des avantages bien sûr du code de l'investissement qui exonore de certaines taxes. Tout ça fait partie des avantages que l'État essaie de créer pour motiver l'investissement en Côte d'Ivoire. D'accord, merci.